notre invité aujourd'hui, Alojz Peterle, Monsieur le Premier ministre de la République de Slovénie. Faut parler, faut parler, faut parler. De lui de finesse. Quel premier souvenir? Je m'entendais très bien avec lui. Voter pour une chèvre ou un chat, je sais pas encore, on va voir. Il faut des primaires. Merci M. Palmer. Et merci encore une fois d'avoir fait ce long voyage jusqu'à Dakar. Nous étions six, et là je trouvais un peu fou d'afficher qu'on était pour l'indépendance. Geneviève, bonjour. Bonjour Morgane. Les parents nous ont bien élevés, c'est vrai. Je n'avais pas prévu d'être charmé par le Togo. C'est le genre de pays dont on parle à l'international avec dédain. Le Togo, la petite Suisse d'Afrique, telle que l'avait imaginé Yassingbe Yadema. Quelle grosse claque! Je viens à peine de descendre de l'avion, on m'avait décrit Lomé comme étant une cité perdue datant d'une autre époque, de l'époque des cavernes. Il n'en est rien du tout, au contraire, un vent de modernité souffle aux côtés de la brise de la mer. De coq à l'âne donc, l'Afro dans le monde ira cette fois-ci à la rencontre des leaders associatifs qui subliment la créativité et le dynamisme togolais. L'Afro dans le monde, je vous interdis de bouger. La dignité ici se mesure au sérieux des femmes, exception africaine au Togo. Les bordels se font rares, la débauche, le stupre n'étant pas la qualité première des Togolaises. Les âmes les plus dynamiques ici sont les femmes, véritables soupapes de sécurité d'un pays rongé par plus de 40 ans de querelles fratricides. Elles ont continué de travailler pour nourrir ce petit peuple. Petit par la taille, mais immense par le génie créateur de ces nombreux talents à qui nous rendons hommage aujourd'hui dans cette spéciale Un Afro dans le monde à Lomé. Merci Petit de coq à l'âne. Nous irons donc à la rencontre de ceux qui font la créativité, le dynamisme togolais, des chercheurs, des artistes, des créateurs de mode, des journalistes et même des leaders associatifs. En bref, on passera tous ces gens en revue sans protocole ni convention. Bienvenue dans la petite Suisse d'Afrique. L'économie togolaise aurait dû prendre un sacré coup. Sevrer pendant 15 années d'aide internationale en réussissant le pari de toujours exister. Mais comme par miracle, pas mal d'entreprises continuent d'y glaner des points de croissance. NCA est le premier assureur au Togo avec 100% de capitaux africains, 5 milliards de chiffre d'affaires, 15% de croissance en 2009. Ce n'est pas ce à quoi on s'attend. Bonjour, José Kwasi Simonou. Bonjour, monsieur. Alors, on entend beaucoup parler du développement de NCA ici au Togo, un développement que moi j'ai du mal à comprendre, c'est bourré de paradoxes. D'un côté, il y a la petitesse du marché, l'implantation accrue d'autres sociétés d'assurance sur le marché, pendant qu'on ne peut pas en dire autant des entreprises qui viennent lancer des activités sur le sol togolais. Alors, dans ce contexte, comment on fait pour glaner des points de croissance? Nous sommes quand même dans le métier d'assureur il y a un moment. Et donc, l'expertise que nous avions essayé de faire donc, à payer à terme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que NCA Togo appartient à un groupe d'assurance. Ce qui fait la particularité de NCA, du groupe NCA, c'est que lorsque vous vendez de l'assurance à quelqu'un, généralement, hein, lorsqu'on vend de l'assurance à quelqu'un, l'assureur traditionnel, lorsqu'il vend, et demain, lorsqu'il a un pépin et qu'il revient, il ne retrouve
plus le même vendeur. Nous, à NCA, nous avons opté pour solution, pour régler ce problème, que le vendeur, celui qui a promis de régler le sinistre, que ce soit la même personne. C'est-à-dire que le langage que vous avez tenu au départ, il faut que vous puissiez tenir le même langage lorsque le sinistre arrive. Il n'y a pas de faux fuyants. Alors, le marché local, ici au Togo, a un défaut structurel. José Kwasi Simonou, c'est le manque de la culture de l'assurance chez les Togolais. Du coup, c'est la surenchère qui dicte la cadence du marché. C'est à qui cassera les prix le plus. Est-ce que cette situation, en gros, ne va pas dévaluer l'importance de votre secteur d'activité? Et qu'est-ce que vous faites en ce moment pour essayer de juguler cela? Nous avions déjà discuté longtemps de ça au sein du comité des assureurs, dont d'ailleurs je suis le vice-président. Et pour essayer de communiquer, on a même ébauché un plan de communication. Il faudrait que les gens puissent être sensibilisés sur les assurances pour que les gens commencent par avoir le réflexe de s'assurer. J'imagine que vous offrez à votre clientèle des assurances toutes branches avec une gamme diversifiée de produits. Quel est votre pilier de croissance et de profitabilité? Nous sommes beaucoup plus assureurs entreprises. Assureurs entreprises. Et là-dedans, il n'y a pas de produits qui puissent se distinguer nécessairement de la concurrence. C'est des produits classiques. L'un des problèmes des assurances en Afrique, c'est la cadence du règlement des sinistres. Est-ce que vous avez mis l'accent sur la vitesse chez NCA? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous sommes d'ailleurs en train de préparer un article dans notre bulletin interne qu'on appelle Challenge. L'assureur règle-t-il les sinistres? C'est l'intitulé de l'article qui doit paraître très bientôt. Nous mettons beaucoup l'accent là-dessus. Quand je fais le point des sinistres que nous avons réglés depuis la création de la structure à ce jour, nous avoisinons à peu près 7 milliards. Et quels sont vos délais justement des règlements de sinistres? Lorsque le dossier est normalement constitué, il vous faut un mois. Dans un mois, vous êtes réglé. Comme l'assurance est tributaire de l'environnement économique dans lequel il évolue, qu'est-ce qui peut vous faire croire que vous allez continuer dans le futur à réaliser un chiffre d'affaires important au Togo? Dans très peu de temps, il y aura de la matière assurable. La matière assurable, c'est quoi? C'est les entreprises qui se créent. Vendredi prochain, il y aura Contour Global qui va donner de l'énergie et qui donc est une structure qui n'existait pas sur le marché. Ça, c'est déjà les assureurs qui voilà. Alors, petite question pour ma culture personnelle. On voit depuis quelque temps déjà le développement des groupes de banques assurances. Je crois que vous constituez d'ailleurs l'un au niveau de votre holding, des banques qui proposent à leur tour des produits d'assurance. Quelles sont les influences de cette évolution sur l'activité de l'assurance proprement dite? Disons que c'est pour faciliter d'abord la vente, parce que ce qu'il y a, c'est que les assureurs veulent profiter également du portefeuille des banquiers pour pouvoir s'intéresser aux particuliers. C'est un peu ce que je disais. Donc, les banquiers, donc, au moment où vous avez un problème d'assurance, le banquier peut, les gestionnaires de banque sont également formés par les assureurs, donc il y a un partenariat et qui leur permet également de vendre nos produits. Et puis bon, c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que ce n'est pas fait gratuitement non plus. C'est 100% de capitaux africains, NCA. Exactement, et nous le voulons comme ça, et nous le revendiquons. Le Togo, vous voyez où c'est? Non? Effectivement, très peu de gens savent des choses sur le Togo, à part bien sûr le jeune président au sourire enjolieur, Faure Gnassingbé, qui est le fantasme inavoué de nombreuses dames, rassurez-vous, elles nous l'ont confié. C'est au Togo que l'Afro dans le monde plante ses caméras pour cette édition spéciale. Bienvenue à Lomé et venez avec moi. De 6 millions d'habitants, plutôt calme au naturel, mais pouvant virer au radicalisme extrême dès qu'il s'agit de politique. S'il y a une chose que les Togolais aiment, c'est les joutes oratoires, l'invective survoltée en guise de débat politique. Le jeune président actuel, Faure Gnassingbé, l'a compris sans doute en favorisant la liberté d'expression, qui a vu l'apparition de plusieurs titres de journaux et médias audiovisuels. 11 chaînes de télé au Togo, autant de chaînes de radio, on parle de 81.
C'est l'occasion de dire qu'il y a un vrai pluralisme médiatique ici, avec moi donc Alex K-Edo, confrère, puisque tu as travaillé, on va faire comme on le fait souvent hors antenne, on se tutoie, tu as travaillé pour le service public de la télévision locale, aujourd'hui tu es reconverti dans la communication institutionnelle. C'est pas l'image du Togo qu'on a à l'étranger, celle qu'on voit quand on arrive sur place, notamment qu'il y a un foisonnement de chaînes. On a plutôt l'impression que c'est un pays où la presse est en coupe réglée. Au Togo, vous avez au moins, vous l'avez dit tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, au moins 8 chaînes de télévision qui émettent régulièrement. Au niveau de la presse privée, il y a une centaine de publications qui paraissent régulièrement. Et puis en matière de radio, au moins il y a 88 radios. De l'art. Justement, on va reparler de ça tout à l'heure, de la qualité, puisque s'il y a une quantité, c'est pas forcément la qualité. Ma question avait un deuxième volet en fait, c'était la perception, la représentation que les gens se font du Togo. Quand on est à l'étranger, c'est plutôt perçu comme un pays où on a un pouvoir central féroce, une autocratie. On n'imagine pas qu'il y a cette liberté. Alors qu'est-ce qui peut justifier ça, que le Togo ne soit pas perçu ainsi à l'étranger? Je crois qu'il y a une petite difficulté, il faut le reconnaître, au niveau de la communication de l'État. Quand on fait un peu le bilan, on se rend compte qu'on ne communique pas beaucoup autour des projets de l'État. Depuis cette libéralisation, c'est la curée. La presse propagandiste a largement dévancé les médias d'information, entretenant un mélange des genres douteux, participant au rabaissement du quatrième pouvoir. Alors on va parler un tout petit peu des dérives qui sont observées dans la presse. C'est vrai que je regardais quelques parutions avec un très grand sourire. Ça frise le libertinage, c'est plus la liberté d'expression. Nous pouvons parler en termes de libertinage aujourd'hui. C'est plus la liberté de presse. Est-ce qu'on est dans une décision responsable de dépénaliser la presse dans un environnement, dans un contexte comme celui du Togo aujourd'hui? Je crois que dépénaliser la presse, c'est une bonne chose. Quitte aux confrères de savoir que si on dépénalise la presse, ça ne veut pas dire allons vers le libertinage. Il faut aujourd'hui que les gens aient la formation. Entre-temps, il y avait l'aide de la terre, il y a l'aide de la presse, l'aide de l'État à la presse, qui a permis à certains confrères d'aller dans les écoles pour suivre des formations diplômantes. Est-ce que la presse togolaise, dans son état actuel, aide la démocratie? Non, pas du tout. Je dirais qu'aujourd'hui, la presse togolaise ne contribue pas vraiment à l'apaisement politique. Rare réception pourtant dans ce panorama ubiesque d'une presse partisane, le bimensuel Focus Info, l'œuvre d'un ancien Togolais de la diaspora. Il a quitté la France un matin pour rentrer au pays, participer à l'effort de construction nationale. Nous avons rencontré Jean-Paul Agbo à Adi-Dogom, dans la banlieue de Lomé. C'est là que se trouvent les locaux du journal. Oh Jean-Paul! Bonjour Morgane. Quel plaisir! Ouais, c'est un plaisir partagé. Bienvenue au siège de Focus. C'est plutôt coquet. On fait comme on peut. Vas-y. Oh. Vas-y Morgane, assois-toi, fais comme chez toi. Jean-Paul, tu es un ancien de l'université de Reims. Tout à fait. En France, tu as décidé de redéposer tes baluchons ici à Lomé au Togo. Tu es revenu à une époque où tout le monde rêve de partir. Oui, c'est vrai. Mais disons que je suis un africaniste optimiste. Et que je pense que tout est à refaire chez nous, surtout au Togo. Et l'Afrique, c'est un continent où tout est possible, le meilleur comme le pire. En général, les gens disent que c'est dur, on ne peut pas réussir, les gens sombrent rapidement dans le découragement. Ça a été ton cas à une époque ou pas? Non, moi, je te dirais que c'est difficile, c'est pas facile tous les jours. L'Afrique, c'est un continent très complexe, avec ses réalités, sa façon de voir les choses. Mais en même temps, je donnerai tout pour ne pas retourner en France. Parce que je m'y plais ici, parce que c'est chez moi déjà. Et puis en plus, encore une fois, tout est possible ici. Tout est à refaire ici. Et donc, si on a la volonté, si on a l'envie, on peut y arriver. Alors l'idée de créer le journal est venue du fait qu'il y avait un vide d'offres sur le marché de la presse locale? Oui, disons que nous, on a souhaité faire autre chose. C'est-à-dire que dans notre pays, vous avez des journaux très marqués, soit du côté du pouvoir, soit du côté de l'opposition. Nous, on voulait faire un journal plus objectif, plus ouvert, avec des sujets approfondis et avec des sujets qui touchent aussi bien l'économie, la culture, le côté social, l'éducation. Alors que la majorité des journaux, quand vous les lisez, c'est plus le côté politique. Donc nous disons les choses telles qu'elles sont. Et quand le président de la République
fait des propositions que nous estimons aller dans le bon sens, effectivement, nous accompagnons. Mais en même temps, quand il y a plein de choses qui ne vont pas, qui sont dénoncées, nous dénonçons également. Donc, nous, notre crédibilité vient de là, parce que nous avons le courage de dénoncer les choses quand ça ne va pas, mais nous avons aussi l'honnêteté de reconnaître quand les choses vont dans le bon sens. Focus Info, ça ressemble à quoi dans l'environnement de la presse française, par exemple? Disons que sans être, comment dire, trop ambitieux, je dirais que Focus Info ressemblerait, toute proportion gardée, au Monde, en France. Parce que Le Monde est vu comme le journal des intellectuels d'une certaine élite qui fait des analyses pointues. C'est ce que nous essayons de faire également. De reproduire ici. Et ceux qui aiment les chiffres, encore plus leur symbolique, sont gâtés puisque vous consacrez un petit encart dans chaque journal pour publier quelques chiffres. En fait, c'est une rubrique qui s'appelle Le saviez-vous? Parce que vous savez que en Afrique et surtout au Togo, il y a beaucoup d'informations qui devaient être publiques mais qui restent confidentielles. Donc ce que nous faisons, c'est à chaque parution de sortir des chiffres, notamment sur la dernière parution, on parlait du montant des impôts payés par les sociétés d'État, par exemple, les sociétés privées. On parle, la dernière fois, on a parlé de combien ça coûte à l'État togolais, l'avion présidentiel, l'équipage de l'avion présidentiel. Alors, Jean-Paul, dis-moi, est-ce que le fait que tu aies réussi ta reconversion, ton retour au bercail, est incitatif pour de nombreuses personnes qui te connaissent, que tu côtoies, à revenir également? Oui, tout à fait. Disons que quand j'ai pris la décision de rentrer, beaucoup m'ont dit « Oh là là, dans quelle galère tu vas ?» Et puis quand je suis rentré, d'autres m'ont dit « Mais tu es fou, qu'est-ce que tu rentres faire à ce pays ?» Et puis depuis lors, il y a des amis, effectivement, qui sont rentrés. Peut-être que j'ai servi de précurseur ou d'éclaireur, on va dire, à ces amis-là. Et puis il y a d'autres aussi qui sont dans le cheminement, qui petit à petit se mettent en ordre de marche pour rentrer également et qui demandent des conseils par rapport à comment ça se passe ici. Et puis j'ai d'autres amis qui ont d'ailleurs monté une association la dernière fois pour accompagner justement ceux qui souhaitent rentrer et faire comme nous. Dans l'échiquier médiatique, en dehors de la presse papier, des radios comme Zéphyr FM tiennent le haut du pavé. Ou est-elle indépendante? Nous répondrons à cette question à partir d'un cas pratique, celui de l'affaire Obus et ce dernier rebondissement. Troisième sujet à discuter dans cette émission, les enlèvements dans le nord du Niger revendiqués par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et pour finir, du sport, scandale au sein du comité intérimaire de la FTF. Quel sort pour le prochain congrès électif? Voilà, mesdames et messieurs, les sujets qui vont donc retenir notre attention dans cette émission cette semaine sur Zéphyr émettant de Lomé. Alors pour en parler, pour en discuter, j'ai dans ce studio monsieur Morgan Palmer, journaliste et producteur de l'émission Afro dans le monde, bien sûr. J'adore le Togo, je trouve que c'est un pays qui n'a pas dit non à la modernité tout en étant très jaloux de ses valeurs totalement fondées sur l'authenticité. Dans les télés, il y a bien sûr, entre autres, la chaîne publique TVT, mais aussi et surtout la satellitaire à capitaux privés LCF. Bonjour. En Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a été solennellement investi candidat par son camp pour l'élection présidentielle prévue le 31 octobre prochain. Merci à vous tous qui avez choisi LCF pour vous informer. Véritable chaîne incontournable sur l'échiquier médiatique togolais, c'est la chaîne LCF. C'est la Canal Plus locale. C'est une appellation que vous prenez en compte souvent dans vos différents... quand on vous parle de votre chaîne, Carole Saturnin. Nous sommes au Togo, la seule chaîne à être sur satellite. Mais nous sommes une jeune chaîne. Nous disons que nous avons du travail à faire
pour être au même niveau que les grandes chaînes internationales. Il y a cette compétition sur le plan international, mais nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes pour être reconnus comme des gens sur le continent africain qui font de bonnes choses. Vous avez du flight qui vous permet de faire du direct comme CNN ou Al Jazeera, n'importe quelle chaîne. C'était quand même assez ambitieux comme projet, Saturnin. Oui, ambitieux parce qu'il faut dire que quand vous regardez les chaînes africaines, il y en a peu qui essayent quand même de se mesurer aux grandes chaînes internationales. Et nous nous sommes dit, surtout quand on parle de l'Afrique sur les chaînes internationales, nous prenons France 24, les grandes chaînes internationales, souvent on parle de l'Afrique comme un continent où il n'y a que des problèmes. Donc nous nous sommes dit, la chaîne du futur, le futur c'est à nous, c'est au continent africain, puisque c'est le continent qui a beaucoup de ressources quand on parle de sa population. Montrer l'image du Togo, d'abord à l'Afrique et au reste du monde. De montrer que sur le continent africain, il y a de bonnes choses qui se font, qui doivent être vues sur le plan international. Comment ça a été accueilli d'une manière générale, l'expérience LCF au Togo? Dès le lancement de la chaîne, les gens au Togo particulièrement ont trouvé les images très bonnes. Et au fur et à mesure, nous essayons à travers nos programmes d'améliorer, de compenser la qualité de l'image par la qualité de la programmation qui est faite sur la chaîne. C'est un combat au quotidien. Le Togo a la réputation d'avoir des médias très partisans, ce qui tue un peu au charme de la profession ici au niveau africain. Alors quel est l'angle choisi par les rédacteurs en chef que vous êtes quand vous traitez une info? Vous êtes plutôt pro-gouvernemental ou vous donnez votre tribune à toute la diversité d'opinions? Nous n'appartenons ni au pouvoir ni à l'opposition. Donc à LCF, nous donnons l'information. Il n'y a pas de parti pris. Si je dois on essaie quand même d'être objectif le plus possible. C'est vrai, oui. Vous allez nous dire qu'il n'y a pas d'objectivité 100% voilà. Dans le métier, mais bon, on essaie de l'être le plus possible. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Excellent suite de programme à toutes et à tous sur LCF. La chaîne du futur a aussi sa radio, City FM, animée par de jeunes journalistes prometteurs. Salut à tous, vous êtes sur City FM, nous sommes à Lomé et dans quelques instants nous recevons celui-là qu'on appelle le roi de la musique togolaise. Après 5 albums, voici le 6e album qui sort, c'est Da. Hommage à la femme en général, mais surtout à sa mère en particulier. Donc on a un petit aperçu de l'antenne de City Radio qui peut laisser augurer qu'il y a un vrai succès d'estime auprès du public. Quels sont les artistes qui marchent aujourd'hui? Si on écoutait la playlist de City FM, quel est l'artiste qui tient le haut du pavé? Bon, pour le moment, disons, c'est notre groupe, les meilleurs qui sont à présent aux États-Unis et qui tournent. Je parle des Toufan. Les gens pensaient que les Togolais ne faisaient pas de la musique. Quand on parle de musique togolaise, on identifiait directement King Mensan, Jimio, Afia Mala, Fifi Rafiatou. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la jeune génération est en train d'arriver. Les gens ont commencé à faire du bon boulot. Et récemment, ce jeune groupe a fait la première partie de Fally Ipupa à Paris. La musique a démarré, on est parti pour vous déloger. On vient pas vous menacer, mais l'ambiance d'Afrique va vous emporter. Ok, naturellement, évidemment, on change pas de style et on a suffisamment de carburant. De quoi vous faire bouger, pas d'opposants, pas de nonchalants. On bloque tout le quartier, la magie emportée par le vent. Ça peut tuer, de l'eau mais c'est parti, oh, oh, oh. Tout est gâté, écoutez ça, oh, oh. Musique il a pas délogé, mamma mia, tout est brangada, brangada, oh, brangada, oh. La culture revêt une importance capitale dans la vie togolaise. Et cela se passe comme en Jamaïque à une époque. La jeunesse refusant l'oisiveté s'est mise à créer en privilégiant les langues et valeurs locales. Elle est sortie, elle est sortie, on t'a pris on rentre pas place, on va Mississippi, sur scène, l'adrénaline monte et perd le contrôle. J'avoue que mon flow est très phénoménal. Les gangsters, la bourrée, ils perdent le contrôle. Asia Milakwe,
Bifon et les Mifa, à mon lapé, Black Web, de Gobé, situation les hermétiques. Donc cas, plus de la Oreca, Tibé cyclone, coup de phonétique. En météo, la nouvelle, parce que laissez mon talent en duplex. Solidaire, éminent, anomato, parmi les meilleurs, Mitchell, Kététi, conserve, fermé, guichet, Wayaro, les trichés. La caméra, il met la gueule, coup de briquet. La coupe de aller simple et m'y poser sur ce sample. Aïe, au delà à mes chiens, mes coups de clé, les patas, il au même niveau. Vois, il est Guablonia, regarde les deux flisco. C'est qu'on la va, n'avait fendre la boisson. C'est qu'on la va, n'avait. C'est en 2003 que le mouvement hip-hop est venu ici à Lorraine. C'est, on peut dire, c'est le grand frère Eric MC qui nous a introduit tout. On le voit à la télé, nous on a aimé et puis on l'a suivi. En 2007, on a formé notre groupe Cyclone. On était 3 dans le groupe. Et voilà, en 2003 et en 2007, on a retrouvé les frérots, Jos Atazoa et puis Tesco, et on a formé le groupe. Parce que dans le pas, le cyclone a du grand. Il est d'accord, mais mi en bavaissant, voit le bon manitois, et il est 3 jours grand. Il a ton corps, spectateur fléci, il a pas aéroport, et bientôt il a dit. Alors, mais mental, comment on peut comprendre le fait que sur les chaînes de télévision locales, les chansons hip-hop sont diffusées de manière mais vraiment très large? Est-ce qu'on peut comprendre cela comme la demande du marché et que le phénomène hip-hop ici a dépassé les clivages générationnels? Oui, Morgan, il faut dire que, comme Richel l'a dit, déjà en 2003, il y a eu une explosion de la musique hip-hop et que les jeunes ont compris qu'à travers le hip-hop, on peut véhiculer plein de messages. Et nous particulièrement, les jeunes se retrouvent à travers nos propos, à travers nos textes, parce que tout ce qu'on dit, ils se trouvent très facilement. On a pensé à être engagé, à dire ce qui ne va pas dans la société, tout, parce que nous, on a compris que le rap, c'est une musique d'engagement, c'est une musique de combat et tout. Notre message, c'est pour les gars qui vivent dans des ghettos et tout, de se réveiller que la vie c'est un combat. Ça ne sert à rien de se croiser les doigts, d'attendre que voilà, un producteur arrive pour vous dire voilà, sortez, faisiez ça et faites ça. Donc on se dit voilà, à force de bosser, peut-être comme toi par exemple, tu vois non, t'as aimé ce qu'on a fait, voilà, t'es débarqué. Donc la preuve c'est que ce qu'on fait c'est positif. Est-ce que vous avez rencontré des sympathies, des gens qui ont accepté de vous accompagner dans le mouvement? Ben justement, j'ai un album sur le marché depuis 2009. Juin 2009, j'ai sorti un album. Le titre de l'album, c'est parmi les meilleurs. C'est un gars qui m'a trouvé, il a aimé ce que je fais, il a investi. Mais le truc que il n'y a pas de suivi, ouais, un peu, on n'a pas de producteur. C'est des gars qui aiment ce que nous faisons et puis ils investissent. Et après, ils nous laissent. Aujourd'hui, quand on regarde la jeunesse africaine, elle est l'objet d'une espèce d'acculturation moutonnière qui fait qu'on est plus tenté de calquer les schémas occidentaux. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à rentrer puiser dans notre culture? Vous voyez, Morgan, nous, on ne peut pas faire comme Lil Wayne. Nous, on est africains. Ici, c'est la poussière. Ici, c'est la poussière. Nous, on est nous-mêmes, tu vois, on est simple. C'est l'Afrique. On est là pour défendre l'Afrique. Si l'occasion vous était donnée d'adresser un message fort aux leaders politiques, aux leaders, aux capitaines d'industrie, ceux qui vont nous écouter, si imaginez que le président Faure Gnassingbé soit en train de nous regarder en ce moment, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Richard? Excellence Faure Gnassingbé, nous on me les ont parce que tu as les Tingbe. Démocratie à d'autres pays, même pas de relève, jeunesse à l'étranger. Ça voudrait dire que, excellence, les choses ne marchent pas, la démocratie est en retard. Et voilà, les gens nous effraient avec les chars et tout. Donc il faut que tu fasses attention à ce que tu fais parce que nous, on est des jeunes qui cherchent à travailler. Il a pourtant un regard très jeune sur la société. On a pu voir son projet d'aider à la création
la création d'emplois, un projet de financement direct de sa poche, de certaines initiatives portées par les 100 pieds des jeunes. Quel type de rapport vous avez avec les politiques? Maintenant, on peut dire que ça va. Que ça va. Ça, c'est les choses s'améliorent. Ça s'améliore. Ouais, on est satisfait. Et c'est vrai, on a besoin d'un président comme lui. Hein. C'est vrai. On est des artistes plutôt engagés. Mais quand on voit que les choses s'améliorent, c'est à nous d'apprécier aussi. Ouais, un peu. Nous, on apprécie et on lui dit que ça avance, quoi. Derrière nous, il y a encore des jeunes qui galèrent. Tu vois, non, il y a des jeunes qui n'ont pas de boulot, il y a des jeunes qui ne savent pas où dormir. Donc, c'est vrai qu'en une journée, on ne peut pas régler tout le problème du Togo, mais l'essentiel, c'est que les gens ressentent que vraiment, il y a un travail qui se fait. Des orchestres ont jailli de partout dans le pays, animés par de jeunes gens volontaires. J'ai pris le nom de Charles Ozo. Je suis du Sud. Je fais de l'afro, de la variété. C'est-à-dire que quand tu es sénégalais, tu prends mon album, tu te retrouves dedans. J'ai sorti mon album le 11 mai 2008 et ça fait vraiment 2 ans. J'ai fait des scènes, j'ai fait la première partie à Ismaëlo, j'ai voyagé un peu partout. J'ai gagné un prix au CCF, donc l'année prochaine, si tout marche bien, je viendrai en France pour un festival. Au Togo, il n'y a pas de nom qui tatoue comme ça le subconscient collectif, qui rappelle quelque chose de très fort. D'où vient cette génération spontanée de jeunes Togolais qui font du R&B, du hip-hop, tous ces clips qu'on voit dans les télévisions locales ici? Moi, je me dis qu'il est temps que les Togolais qu'on fasse sentir notre musique à l'extérieur. Donc on a cette rage en nous de pouvoir montrer aux autres, vraiment au Togo aussi, il y a de la bonne musique. Mais il faut dire que dans les années 70, il y avait Bella Bello qui avait commencé, mais elle est morte prématurément. Donc nous les jeunes, on a dit que vraiment, il est temps que nous fassions de la bonne musique. Et ça fait que, bon, dans peu de temps, vous allez encore voir d'autres personnes qui vont encore surgir. Une production optimale mais qui est restée confidentielle. Qu'est-ce qui justifie le fait que les artistes togolais n'aillent pas se promouvoir leurs œuvres sur des chaînes internationales, sur des espaces internationaux? Moi je me dis que c'est aussi de la politique de chez nous. La culture n'est pas tellement prise en compte. Oui, mais si vous produisez des albums sans la politique, vous pouvez les promouvoir sans la politique. Les promouvoir, mais il faudrait des moyens. Moi je me suis autoproduit. Donc je me dis que je n'ai pas les moyens, par exemple, de pouvoir venir en France pour faire la promotion, par exemple. Donc j'ai besoin de sponsors, moi. Alors ça pose le sempiternel problème de la piraterie en Afrique. Est-ce qu'on peut assimiler cette inflation de production musicale au fait qu'il y a une bonne santé financière? La production, ça nourrit son homme au Togo. Est-ce qu'on peut le dire? De nos jours, moi je ne pense pas. Mais pourquoi vous continuez à produire? Parce que moi, je veux quelque chose pour mon pays. Je vais porter haut le drapeau togolais. Et ça va arriver aujourd'hui. Bon, je galère, mais je me suis dit que dans peu de temps, mais ça va marcher. Parce que ça marche pour les autres, pourquoi pas. Merci Charles Ozo. C'est moi qui te dis merci. De ce petit instant que vous nous avez consacré ici dans la banlieue de Lomé. Comment ça s'appelle? C'est Boukaro ici. Boukaro. Adidi Polé. Adido Gomé. Adido Gomé. Adido Gomé, ouais. Yeah. De nombreux festivals sont organisés tous les ans avec une prédominance marquée pour le festival Elima de la franco-togolaise Linda Aweso, dont la prochaine édition est annoncée en janvier prochain. En vérité, on n'est pas arrivé à vous au hasard. L'équipe d'un Afro dans le monde a posé ses baluchons ici à Lomé et puis on a dû recueillir pas mal de témoignages de gens qui parlent de vous en bien, de jeunes gens que vous soutenez et qui trouvent que vous êtes trop discrète dans votre soutien. Oui, bon, je ne pense pas qu'on ait l'obligation de parler de ce qu'on fait quand on fait du bien, mais c'est de le faire bien, justement. D'accord. Vous considérez que le bien ne fait pas de bruit parce que le bruit ne fait pas de bien? C'est quelque chose comme ça. J'ai un festival qu'on appelle le Festival Elima, avec beaucoup d'artistes étrangers, que ce soit dans la musique et dans le stylisme, et beaucoup de stylistes togolais pour leur donner l'opportunité de montrer au monde entier de quoi ils sont capables. Mais justement, avant ce festival,
je dois vous avouer à titre personnel que je ne connaissais pas de manifestations d'envergure au Togo, d'événements organisés, d'événements d'envergure au Togo. Ouais. Avec cet événement, on a appris à parler du Togo désormais sur la scène internationale. Vous l'avez fait parce que vous considériez qu'il y avait un déficit de communication sur l'image du Togo? Oui, tout à fait, parce que je pense qu'on a un beau pays, qu'on a beaucoup de chances d'y habiter. On a beaucoup de valeurs à cultiver, à montrer aussi au monde entier. Souvent, on parle du Togo en parlant de la guerre, la politique, peut-être les inondations, des intempéries naturelles, mais je pense qu'il y a vraiment un potentiel très très important qu'on doit exploiter au Togo. Donc pour le festival Elima, on a décidé d'inviter beaucoup de journalistes pour qu'il y ait un relais et pour que la jeunesse togolaise soit fière d'elle, qu'elle puisse montrer de quoi elle est capable au monde entier, mais aussi à ses concitoyens. Alors, vous n'en êtes pas la première édition, hein. Il y a eu d'autres éditions avant qui ont fait des petits, ça veut dire plus ou moins que ça marche? Bon, on remercie Dieu, ça commence à marcher. Quand on dit festival Elima, ça renvoie à quoi cette appellation? Elima, ça veut dire la source de la lumière. Donc pour moi, c'est quelque chose vous êtes qui ne spirituel doit... en plus. Je ne sais pas, mais le spirituel est très important pour moi. Et j'ai besoin de lumière sur tout ce que je fais. Alors le thème principal de la deuxième édition, c'est la paix et la réconciliation. Parce qu'on sort d'une période d'élection. Malheureusement, il y a eu quelques troubles à la suite. Et je voudrais que les Togolais se disent qu'on est tous les mêmes, on est tous des frères. Et qu'on puisse s'unir dans l'art pour faire grandir notre pays, au lieu de s'en vouloir et chercher à se créer des problèmes, qu'on essaye de grandir au lieu de reculer. Alors, je sais que vous êtes une grande pudique, puisque le peu de temps qu'on vient de passer ensemble m'a permis de rien apprendre de vous, par vous-même. Ce que j'ai appris, c'est ce que les gens disent dehors. Notamment, on a rencontré de jeunes gens qui nous ont fait un très beau témoignage sur le soutien que vous leur apportez. J'ai une association depuis maintenant 5 ans, c'est ma 5e rentrée. Et j'ai 600 enfants à charge du côté scolaire. Je m'occupe de leurs fournitures scolaires et de leurs frais d'inscription, frais d'écolage. Et ce qui fait que je suis très motivée dans ce sens, c'est que en fait, j'ai parlé à chacun de ces enfants. Et je leur ai dit que demain, ça serait peut-être eux les présidents de la République, eux le docteur de la famille, eux qui seraient le pilote d'avion. Et les enfants étaient émerveillés et je leur ai dit que s'ils travaillent bien, à chaque rentrée, j'allais les prendre encore plus en charge. Ce qui fait que maintenant, je n'ai pratiquement pas de redoublement sur ces 600 enfants et j'ai eu déjà une dizaine de bacheliers et je suis très fière pour ça. Alors, je vais poser une question qui peut s'apparenter à être une colle. Quand vous faites un tout petit peu le parallèle entre le Togo d'il y a une dizaine d'années et les Togos d'aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui avancent, qu'il y a du changement dans l'air? Ah oui, complètement. Moi, je suis très enthousiaste parce que il est vrai qu'on a encore beaucoup de difficultés, mais même par rapport à l'électrification de la ville, c'est incroyable parce qu'avant, quand on atterrissait à Lomé, c'était tout sombre. Maintenant, c'est bien éclairé. Par rapport aux infrastructures hospitalières, il y a beaucoup de changements, même si on n'est pas encore arrivé à l'objectif prévu. Et aussi par rapport à l'écolage de mes enfants, justement, c'est très très important parce qu'on a pu avoir l'écolage gratuit au cours primaire. Merci Linda Ouessou. Merci. La jeunesse du Togo ne sait pas que chanter. Plusieurs initiatives entrepreneuriales portent l'estampille de jeunes. Le cas de Diani, patron d'une PME spécialisée dans l'entretien des véhicules, nous a été signalé. Enchanté. Alors on est en plein cœur de Lomé, c'est le centre névralgique des affaires à Lomé. Si vous voulez, je vous invite à prendre un verre et on en discute. Il n'y a pas de problème. La capitale, c'est un complexe commercial sur 12 lots, créé par des jeunes, 5 jeunes notamment. Donc il y a le Caroche, la capitale, ce que vous êtes en train de voir actuellement, avec un petit bar à côté. Avec le temps, il y aura le supermarché La Capitale, le restaurant de La Capitale.
Il y a environ 2000 jeunes qui ont le BTS chaque année, 5000 qui ont la maîtrise et les diplômes parallèles. Les entreprises, il n'y a pas de nouvelles entreprises créées pour pouvoir éponger toute cette masse-là. Donc, il est impératif qu'on puisse s'auto-employer. Ce n'est pas facile du tout parce que l'idée d'entrepreneuriat n'est pas en les jeunes africains. D'accord. C'est-à-dire, c'est dû à quoi? je crois que c'est dû à notre système éducatif qui est faussé parce qu'on nous a appris à faire la politique de la main tendue. Vous fréquentez, vous avez votre maîtrise, il faut écrire une lettre, j'ai l'honneur de venir très respectueusement demander de l'emploi. Tout de suite, c'est comme ça que tout le monde pense. Après notre cursus académique, on s'est retrouvé sans emploi, mais on n'a pas croisé les bras. J'ai envoyé plus de 10 lettres au chef de l'État, j'ai rencontré certains de ses collaborateurs. J'avoue qu'il y a une volonté, il y a une vraie volonté de pouvoir... Je parle de ce que je ressens. Il y a une vraie volonté de pouvoir aider cette jeunesse-là. Mais je crois que ça doit être plus organisé. Et on espère créer entre 100 et 200 emplois. C'est un rêve. Donc 200 emplois à terme. Ouais. Alors on va peut-être sortir de notre petit entretien par, je ne sais pas, un mot, un message d'encouragement que vous voulez passer à d'autres jeunes qui a peut-être en ce moment l'absence d'initiative. Vous voulez dire quoi à ces jeunes? À tous les jeunes africains, à tous les jeunes du monde entier, je dirais... Je prêterai les mots du président Noël Isidore Thomas Sankara. Il disait souvent, osons inventer l'avenir, osez lutter, savoir vaincre. Il faut croire en ses potentialités. L'impossible n'existe pas. Je dis pour nous, la première option, c'est la réussite. La seconde, c'est la réussite. Et la énième, c'est la réussite. On ne peut pas empêcher le soleil de briller. C'est inconcevable qu'on me dise qu'en Afrique, il y a le chômage parce que c'est un terrain vierge. Il faut se battre. C'est à nous d'écrire l'histoire de l'Afrique. Parce que je me dis, plus il fait noir, plus l'éclat de la lumière augmente. Donc, c'est les difficultés qui permettent aux vrais entrepreneurs de montrer qu'il est bon. Voilà, de se surpasser. Une espèce de capacité de résilience. Voilà, et nous sommes arrivés à une étape aujourd'hui où, quand c'est trop facile, j'ai peur. Le football était jusque-là le seul sujet consensuel des Togolais. Et même si les déboires des éperviers, l'équipe nationale a freiné quelque peu les enthousiasmes, la passion reprend vite le dessus. Le peuple et le Gotha vibrent au même rythme. Tout comme cette âme sans doute préoccupée par l'issue du match, mais surtout par les stratégies à mettre en œuvre pour venir en aide à ces patients dans son autre vie. On peut avoir un cas de hernie. Un hernie, c'est ça. Voilà. Si dans la banlieue de Lomé, nous avons pris rendez-vous avec l'Association internationale des médecins pour l'éducation et la santé d'Afrique, c'est M-Afrique. Michel Kodom, bonjour. Bonjour. D'aller traquer les maladies rares partout en Afrique, dans les coins les plus reculés. Qu'est-ce qui peut expliciter le fondement existentiel de cette ONG? On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de patients, malheureusement, qui n'ont pas accès aux soins de santé primaires, donc en Afrique, d'une manière générale, et en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, d'une manière particulière. Et pour la simple raison que ces populations n'ont pas les moyens financiers de s'offrir donc de ces soins. Et la population est essentiellement agricole. Et ces paysans, malheureusement, n'ont pas un pouvoir d'achat assez conséquent pour se permettre donc d'aller se faire opérer d'une hernie ou bien d'une fistule anale ou obstétricale ou voire même un fibrome. Donc il est quand même normal que les médecins donc s'organisent pour amener, pour rapprocher donc la santé vers ces populations. Bien entendu, qu'il manque énormément de médecins spécialistes encore dans ces contrées. Il faut le dire que c'est des opérations que vous faites gratuitement. Ce qui est innovant, c'est que ce sont des médecins africains qui ont décidé de s'associer pour répondre à ce cri de ces populations qui n'ont vraiment pas les moyens. Donc c'est une initiative 100% africaine, médecins africains. C'est une initiative 100% africaine, une idée originale née des Africains et exécutée par les Africains. Racontez-nous un tout petit peu une descente des médecins de M-Afrique sur le terrain. Nous avons rencontré des paysans
qui étaient dans la cécité totale depuis bientôt 20 ans, qui ne voient pas à cause d'une cataracte qui peut s'opérer à moins de 100 €, environ 60 000 francs CFA. Cette personne peut retrouver la lumière, peut retrouver donc les couleurs, reconnaître ses frères, ses parents. Malheureusement, ils sont restés 20 ans. 20 ans dans la cécité, dans le noir. Et du jour au lendemain, des médecins arrivent, ils les opèrent et ils retrouvent la vue. Des gens crient. Ils crient de joie, ils hurlent même à la limite. Nous avons rencontré des gens qui ont des hernies, des hydrocèles, voire même des fibromes qui pèsent plus de 13 kilos. Et les images sont là. C'est une patiente qui a 32 ans, qui a commencé par constater que son ventre augmentait de volume. Et elle a consulté pensant que c'était une grossesse, donc dans son village, à l'infirmerie. Et il se fait que non, le ventre pousse. Elle a 2 ans de grossesse, 3 ans, 4 ans. Et cela surprenait donc tous les paysans, tout le village. Et elle a décidé donc malheureusement de se faire prendre en charge donc, par des tradithérapeutes qui trouvent la situation anormale et qui pensent que cela relève de la sorcellerie. Il y a eu d'autres cas qui sont liés à la pénibilité du travail. On a évoqué les cas d'ethnie tout à l'heure. Quels sont les cas que vous rencontrez le plus sur le terrain? Les hernies, que ce soit chez les enfants, chez les adultes, chez les vieillards. Des hernies qui sont vieilles de 40 ans. Les images sont là. Des enfants déjà à l'âge de 3 ans, 2 ans, qui ont une hernie inguinale ou scrotale, grandissent avec ça parce qu'ils n'ont pas justement les moyens de se faire opérer. Et ces enfants, malheureusement, soit meurent lors d'une complication, lors d'un étranglement hernier, ce qui arrive dans nos contrées. Malheureusement, ça se passe loin des caméras, loin des pouvoirs publics, dans les champs. Le cas des fistules obstétricales, ces femmes qui, lors des grossesses, lors de l'accouchement difficile, n'arrivent pas à bénéficier donc d'une césarienne, qui sont obligées de pousser, de déchirer leur périnée et de se retrouver dans une incontinence totale. Cette culture de la solidarité que vous êtes en train de mettre en place, parce que pour nos téléspectateurs qui nous regardent, c'est des opérations que M Afrique, donc votre ONG, fait gratuitement. Vous êtes à combien d'opérations 10 000 patients sur toute l'étendue du territoire. Heureusement, pour nous, le capital humain est là. Nous ne demandons que l'appui matériel, des médicaments, des antibiotiques, des anti-inflammatoires pour soulager ces patients. Une frénésie à portée de l'assistance aux plus nécessiteux qui se structure au fil du temps avec le travail d'autres organisations locales. Quelle est votre action? Oui, notre objectif principal, c'est la prise en charge psycho-affective des malades. C'est-à-dire qu'on reste au chevet de ces malades. Les malades de cancer, c'est les malades qui perdent tout repère. Et comment vous avez l'information? On a un processus de démarche qu'on fait avec tous les acteurs concernés. Tous les acteurs concernés, à commencer par les hôpitaux, les cliniques, qui accueillent ces malades. Et nous avons des registres là-bas dans lesquels on enregistre ces malades d'abord. On a toute une panoplie de trucs à remplir par les sages-femmes, les adresses, toutes les coordonnées nécessaires. Ça nous permet de savoir la personne. D'accord. Donc, en clair, vous êtes une association, vous êtes constituée pour apporter votre soutien moral et psychologique aux malades atteints. Oui. Et ces malades, vous êtes mis en liaison avec ces malades par des structures hospitalières qui sont vos partenaires. Oui, tout à fait. On nous appelle, ou soit c'est les sages-femmes, les médecins qui nous appellent pour nous référer ces malades. On les réfère, on les oriente vers les médecins qui les traitent, mais on vérifie. Juste après vous, Stéphane, il y a Jeanne qui travaille pour apporter du soutien psychologique. Jeanne, qu'est-ce que vous dites à ces malades que vous rencontrez? Quels sont les mots que vous leur portez? Est-ce qu'ils sont réceptifs à ces mots? Merci beaucoup, M. Morgan. Nous leur disons de ne pas du tout se décourager, de ne pas se désespérer, d'avoir toujours de l'espoir qu'un jour ils auront la vie sauve. D'abord, il faut toujours accepter la maladie. Là, si vous acceptez la maladie, vous êtes sûr et certain qu'un jour vous aurez la vie sauve. Il faut
du temps. Il faut du temps. Est-ce qu'ils ne se disent pas, oui, c'est facile de porter des conseils tant que ce n'est pas nous qui portons, ce n'est pas la personne qui donne les conseils qui porte la maladie? Non, là, il faut assez du temps. C'est ça que je viens de dire. C'est ça, il faut assez du temps. D'abord, ils n'acceptent pas. C'est à vous, c'est à nous maintenant de se battre pour pouvoir leur amener à la raison. Yves-Michel Condy, vous vous êtes investi dans la sphère environnementale, puisque vous êtes l'un des responsables de l'association Globe Vert. Vous sensibilisez aux questions écologiques, pourtant on n'en entend pas parler en Afrique. D'abord, merci Monsieur Morgan. Comme le dirait un de mes amis indiens, Namasté, bienvenue au Togo. Ah, c'est gentil. Je dirais qu'une seule chose, vous savez, la voix des sans-voix est toujours la meilleure à prôner. En Afrique, c'est vrai, on n'entend pas parler d'écologie, mais pourtant, on en ressent les effets. Actuellement, nous, notre organisation s'est fixée de mettre en place des études et des expertises en environnement et développement durable pour proposer à nos dirigeants, à nos experts qui écrivent des projets de développement pour le pays, en termes économiques ou sociaux, de prendre en compte l'aspect environnemental. Parce qu'une économie qui n'est pas verte actuellement nuit plutôt aux pays en voie de développement que représente le Togo. Donc je pense qu'avec ce qui s'est passé à Copenhague, avec ce qui se passe dans le monde entier, au Sénégal, au Mali, l'aspect écologique vient dans les esprits des dirigeants, mais aussi de la population. Est-ce qu'il y a un parti vert au Togo? Je ne dirais pas non, mais je ne suis pas sûr qu'il y a un parti vert comme il se doit au Togo. Un parti vert écologique comme le parti vert qui est en France, non, il n'y en a pas. Ou au Sénégal? Au Sénégal, oui. Il n'y en a pas assez dynamique pour ça, pour relever le défi éco-responsable. Non, bon, je ne pense pas qu'il y en a tellement. Sinon, on en entendrait parler et puis vous les rencontrerez. Ah d'accord. Donc là, on a fait un tout petit peu le constat de votre prise de conscience. À vous, est-ce que vous avez l'impression d'être entendu par les populations quand vous allez les sensibiliser sur ces questions? Je dirais que les populations n'ont pas... C'est qu'on n'a pas besoin de se faire entendre. Ils ressentent déjà les effets. La raréfaction des pluies. Les paysans qui ne savent plus comment cultiver parce que les changements climatiques sont intervenus. Les femmes qui ne savent plus où aller chercher de l'eau parce que les points d'eau se sont taris. Les enfants qui sont là mais qui n'arrivent plus à faire les habitudes qu'ils avaient avant juste parce qu'un tel ou un tel est arrivé et du fait de quoi? Du fait du climat qui change. Donc les populations maintenant comprennent d'où ça vient. Quand on va vers eux, elles comprennent maintenant d'où ça vient et maintenant on partage avec elles, on met en place un concept de développement participatif selon les us et coutumes de chacun. Nous essayons de trouver maintenant les points, les socles sur lesquels nous allons mettre en place un processus pour qu'ils comprennent qu'il faut s'adapter. Les Togolais sont aussi réputés pour la qualité de leur pharmacopée. Certains, comme le professeur Tunji, s'évertuent à perpétuer ce savoir ancestral. Alors, le Togo, c'est un pays réputé aussi pour la qualité de sa recherche, conduite par d'imminentes personnes qui travaillent, qui font un travail de qualité, mais dans de la discrétion absolue. Le professeur Tunji est un incontournable de la scène de la recherche médicale donc ici. Bonjour professeur. Bonjour. On a beaucoup parlé de vos recherches à l'international. Vous êtes pluridisciplinaire. Oui, nous sommes pluridisciplinaires dans la recherche. C'est-à-dire que nous intervenons dans plusieurs pathologies. C'est-à-dire que, si je peux donner des exemples, dans les maladies, dans la prévention des crises cardiaques, dans les problèmes d'angor cardiaque, dans les problèmes de drépanocytose, dans les problèmes d'infection, de maladies virales, telles que l'hépatite B et C, mais telles que le VIH. Donc nous intervenons dans ces différentes pathologies pour aider les patients, pour aider les malades. Donc c'est une recherche d'abord à base de plantes et qui a été menée sur le plan scientifique également. Donc nos produits font l'objet de recherches scientifiques d'abord avant d'être appliqués aux patients. Alors justement, vous faites bien de souligner cela. La particularité quand même de votre personnage et des travaux que vous avez faits, c'est qu'ils sont reconnus par la communauté scientifique internationale. Ce n'est pas toujours le cas pour les chercheurs africains, du moins ceux qui sont dans la pharmacopée. Oui, je peux affirmer ici que nos recherches sont reconnues par la communauté scientifique internationale, puisque nos produits sont partis jusqu'au Canada, dans les laboratoires
de recherche au Canada. Les analyses de nos patients ont été effectuées dans les laboratoires de renommée, c'est-à-dire tels que le Pasteur Selva à Paris. On a fait des analyses pour les patients du VIH là-bas. Alors ça fait combien de temps que vous êtes investi dans le champ de la recherche scientifique, médicale? Ça fait maintenant bientôt 20 ans que nous sommes dans cette recherche scientifique de phytomédicaments. Nous soignons les gens à partir des plantes naturelles qui sont étudiées, des plantes qui ne sont pas toxiques, des plantes qui n'ont aucun effet sur les reins, aucun effet sur les organes vitaux, le cœur, aucun effet sur l'intestin, mais qui soignent par contre les affections provenant de ces organes-là. C'est-à-dire que d'abord une connaissance empirique sur le plan connaissance, transfert de connaissances de parents en parents. Oui. Et puis maintenant, comme nous sommes un peu dans la science, aujourd'hui le monde est un peu mondialisé, nous faisons une recherche approfondie de ces plantes-là pour voir si effectivement les effets de ces plantes-là sont des placebos ou bien des effets réels. Si on emmène un cas par exemple d'hépatite, d'abord on fait une consultation, on fait des analyses pour prouver d'abord que la personne a réellement l'hépatite B. C'est-à-dire on va au niveau de la transamylase pour voir quelles sont les constances de la transamylase. On demande maintenant la présence de l'hépatite par des analyses pour voir effectivement que c'est l'hépatite B ou bien c'est l'hépatite C. Et si possible, on demande une analyse de quantification virale au niveau des laboratoires, par exemple comme Pasteur. Et là, à partir de ce moment, nous mettons le patient sous ce traitement d'hépatite. Il faut combien de temps à peu près? Au bout de 3-4 mois, on constate qu'il y a eu une amélioration d'abord au niveau de la transamylase, ça se normalise. Et au niveau viral, on constate qu'il y a une diminution des virus jusqu'à l'absence de détection d'ARN de l'hépatite. Merci professeur Tundji. Oui, merci. C'est promis, nous reviendrons avec notre équipe vous suivre donc dans le Togo, dans les terres africaines. Oui. Et peut-être qu'on aura l'occasion de visiter certains de vos champs un peu plus importants. Oui, bien sûr, nous avons des espaces. On a même 300 hectares où on a mis les plantes pour pouvoir développer davantage ce que nous faisons. Il suffit maintenant d'avoir les moyens pour mettre un laboratoire et je crois que le problème est réglé. Le Togo continuera à se développer avec l'implantation d'industries. Le président Faure Gnassingbé l'a bien compris en se dotant d'une station de 100 000 watts pour la production d'électricité. Je n'avais pas prévu de tomber sous le charme du Togo, mais je repars subjugué par ce pays où les hommes les plus dynamiques sont les femmes. Oh, Lomé la belle, c'est toujours avec tristesse qu'on quitte la petite Suisse d'Afrique. On n'a pas la prétention d'avoir fait tout le Togo, mais on a rencontré pas mal d'acteurs qui subliment la créativité et le dynamisme local. C'est ici que s'achève Un Afro dans le monde pour cette édition. On se retrouve très bientôt, ce sera dans une autre capitale africaine.